Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons continuer de nouveaux contes du Limousin et je vous propose de lire à présent les 10 histoires, vu qu'elles sont très courtes, par 3 à la fois. Et je pense que ça va vous plaire, enfin j'espère. En tout cas, aujourd'hui nous allons passer à une histoire qui s'appelle La géante au grand cœur. Ensuite, Lorsque ces arbres peuvent parler. Et enfin la dernière, L'autre combat de Saint Georges. Comme ça, vous en avez un petit peu plus que d'habitude et je vais continuer ainsi de suite avec d'autres histoires. Commençons par La géante au grand cœur. Tant d'années se sont écoulées que seuls les rochers se souviennent de cette histoire. Autrefois, les hommes entretenaient de bons rapports avec les géants qui peuplaient la lande et les hautes forêts du plateau de Mille Vaches. Lorsque les villageois décidèrent un jour d'établir un pont sur le ruisseau du Taurion, ils le bâtirent en bois, jugeant que cette construction serait suffisante. Mais quand l'hiver advint, les flots de vinaigre puissants et entraînèrent les madriers et les poutres du pont. Tous étaient désolés de devoir faire à nouveau un très long détour pour poursuivre leur chemin. C'est alors que Mercal, l'une des grandes personnes, comme on les appelait, leur proposa son aide pour fabriquer un pont en pierre, en lourd granit du pays qu'aucun terrain ne pourrait abattre. Tout d'abord, les habitants se moquèrent d'elle, car ils connaissaient sa maladresse légendaire. Tu ne sais pas construire une simple cabane, alors un pont? Toi, Mercal? Mais quelques-uns crurent en elle et réussirent à convaincre les autres de lui laisser une chance. Et quand ils virent Mercal se mettre à genoux au-dessus de l'eau, quand ils comprirent qu'elle leur offrait sa force et le profil de son dos courbé, ils posèrent un à un les blocs de pierre sur l'arc qui formait délicatement son corps. Mercal tint bon, malgré le poids de l'ouvrage, et lorsque la dernière pierre bloqua l'ensemble, telle une clé de voûte, elle se retira, et nulle colère du ruisseau ne put plus jamais emporter le pont. Combien de millénaires se sont écoulés depuis? Personne ne le sait. Les géants ont tous disparu, hélas. Mais le pont de Sénué demeure encore, comme le souvenir de l'aide qui fut apportée aux hommes par une femme puissante et compatissante. Très intéressant. La suivante, Lorsque les arbres peuvent parler. Il est un grand parc à Limoges, renommé pour sa quiétude au pied de ses beaux arbres centenaires, le parc Victor Thuya. Souvent après l'école, Léandre et Élise viennent s'y promener avec leurs parents. Quel plaisir! Mais ce jour-là, ce fut une expérience bien étrange. Que dis-je? Une véritable aventure qui attendait les deux enfants. Léandre jouait avec sa sœur. Ils couraient sur les pelouses, se poursuivant l'un l'autre, entamant des parties de cache-cache qui se terminaient par des cris aigus. « Tu ne m'as pas trouvé, tu ne m'as pas trouvé. Si, c'était facile, tu étais très mal caché. » Léandre gagnait comme toujours. Mais soudain, le jeune garçon eut beau chercher encore, Élise avait tout simplement disparu. Il commençait à s'inquiéter quand il la découvrit immobile, serrant dans ses bras le tronc d'un arbre immense, dont le sommet paraissait toucher le ciel et frôler les nuages. « Que fais-tu ici? J'ai eu peur. J'aurais dit quoi à maman ?» La petite fille ouvrit un instant les yeux et mit son doigt sur sa bouche. « Chut, écoute, il est en train de parler. » Léandre haussa les épaules. Sa sœur était-elle devenue folle? Élise insistait, lui demandant de l'imiter. Un maugréant, il accepta, et là, Léandre entendit une voix grave lui murmurer « Je suis un cendre de l'Himalaya, et j'aime raconter mes histoires fabuleuses aux enfants qui prennent le temps de m'écouter, surtout ceux qui ont de l'imagination à revendre. Je leur décris alors le monde qui m'a vu naître. Vous pourrez aussi aller voir l'Aubépine, notre chère doyenne du parc. Elle est si vieille, bien plus vieille que moi. Elle avait 12 ans quand la Révolution française a éclaté. C'est dire. » Léandre avait le cœur qui battait, un arbre doué de paroles. Terminez la partie de cache-cache ridicule. Cette fois-ci, c'était juste extraordinaire.
Ce fut leur mère qui les retrouva. Elle les gronda un peu pour la forme, mais quand ses enfants lui rapportèrent tout excité ce que le grand cèdre de l'Himalaya leur avait confié, elle ne put dissimuler un léger sourire. Ainsi, Léandre et Élise venaient-ils de découvrir l'histoire secrète des arbres qui murmurent, tout comme leur mère l'avait goûté bien des années plus tôt. Au suivant, l'autre combat de Saint-Georges. Et c'est la dernière pour aujourd'hui. Il y a très longtemps, Georges, un preux soldat, connu pour sa vaillance, passa près du village de Tarnac, dans cette belle région que l'on nommerait plus tard Haute-Corrèze. Le brave homme fut surpris de n'entendre aucun chant d'oiseaux, ni d'apercevoir le moindre paysan au travail. Lorsqu'il interrogea les habitants, il apparut qu'un monstre étrange, une chimère née de l'union de la vouivre et de la mandragore, avait élu domicile près du ruisseau du Ménoué. La créature possédait 2 têtes, une de lion et l'autre de panthère. 2 animaux qu'aucun quidam n'avait jamais croisés dans la région. Sa queue, quant à elle, avait l'apparence d'un serpent qui défendait ses arrières. Le matin, la créature se nourrissait d'une génisse que la tête de lion dépaissait. Le soir, elle attrapait un cerf ou un chevreuil et c'était au tour de la tête de panthère de le dévorer. Depuis de longs mois, la chimère semait la désolation dans les combes et les vallons de Corrèze. Les hommes tremblaient de peur quand elle arpentait en grondant les sommets entourant le hameau. Georges avait déjà tué de nombreux dragons et, n'écoutant que son courage, il promit aux villageois de les délivrer de ce flot. Le combat eut lieu près du ruisseau et dura toute une nuit. Des éclairs déchirèrent le ciel, les foudres d'ovine s'abattirent sur les terres jusqu'au moment où le souffle brûlant de la bête vit faucher des bois entiers devant les villageois terrifiés, fuyant leur dernière cache. Au petit matin, tout s'était apaisé. La fureur de la bataille n'était déjà plus que souvenir. Le monstre vaincu, Georges, avait continué sa route, sans repasser par le bourg. Lorsque les villageois se rendirent sur le lieu du combat, ils découvrirent éparpillés les restes du corps de la chimère miraculeusement transformée en bloc de pierre, posé tout au long du ruisseau. La tête de panthère, quant à elle, était encore entière, pétrifiée tel le trophée d'un mal vaincu. C'est ainsi que les habitants de Tarnac dédièrent leur fontaine à Saint-Georges, cet homme admirable et secourable. Sages randonneurs, sachez qu'il est toujours possible de discerner, derrière de jeunes arbrisseaux, les traits du sinistre museau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 petites histoires vous ont plu. Je vous dis à la prochaine fois pour 3 autres histoires. Ciao!